Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube La Sage-Femme Nouni. Aujourd'hui, on va parler du suivi de grossesse pendant le deuxième trimestre. Le suivi pendant ce trimestre a des objectifs bien précis. On va les voir ensemble avec des exemples pour bien comprendre chaque étape. On va établir la déclaration de la grossesse. Si la déclaration de la grossesse n'a pas encore été faite, c'est le moment de la faire avant 15 semaines d'aménorrhée. Cette étape est super importante pour organiser le suivi et pour que tout soit bien pris en charge au niveau administratif. C'est un peu comme un passage obligatoire pour le bon déroulement de la suite. On vérifie la bonne évolution de la grossesse et l'absence de pathologie. On s'assure que tout évolue bien. Par exemple, lors des consultations, on écoute le cœur du bébé, on mesure la hauteur utérine et on s'assure qu'il n'y a pas de signes inquiétants comme un retard de croissance. Si quelque chose semble sortir de l'ordinaire, des examens complémentaires seront faits pour comprendre ce qui se passe. Et l'objectif le plus important à mes yeux, c'est de dépister l'hypertension artérielle et le diabète gestationnel. C'est un point essentiel. Dépistage de l'hypertension artérielle et du diabète gestationnel. Par exemple, une tension artérielle élevée peut indiquer une prééclampsie, une complication sérieuse qu'il faut surveiller. Et pour le diabète gestationnel, on fait une prise de sang spécifique entre 24 et 28 semaines pour vérifier comment votre corps gère le sucre. On va vérifier l'absence de contraction utérine et de modification du col. On surveille aussi les contractions utérines et le col de l'utérus. Par exemple, si le col se raccourcit trop tôt, cela peut être un signe de risque d'accouchement prématuré. Et il faudra alors prendre des mesures spécifiques comme un repos strict ou des traitements adaptés. On vérifie également les sérologies. On profite pour orienter la gestante vers les soins adaptés. Si un problème est détecté, l'orientation vers des soins adaptés est essentielle. Enfin, on va informer pour prévenir les risques. Par exemple, expliquer l'importance d'une alimentation équilibrée et d'un suivi régulier pour vraiment aider à éviter les complications comme le diabète gestationnel ou l'hypertension. L'interrogatoire commence par l'identification. C'est une simple étape mais essentielle. On vérifie les informations de base comme le nom, la date de naissance et on met à jour le dossier si besoin. Ensuite, on laisse la future maman s'exprimer librement. C'est un moment important où elle peut partager son ressenti, ses inquiétudes ou simplement parler de comment elle se sent au quotidien. L'idée, c'est de comprendre son bien-être, tant physique que psychique. Par exemple, elle peut mentionner des moments de stress, de difficulté à dormir ou au contraire se sentir en pleine forme. Pendant cette discussion, on va chercher à détecter tout phénomène anormal. Par exemple, des vertiges ou de maux de tête persistants pourraient être des signes d'alerte pour des problèmes comme l'hypertension. Des symptômes comme des phosphènes, ces petites lumières dans les yeux, des acouphènes, des bruits dans les oreilles, des œdèmes, c'est des gonflements ou des métrorragies, des saignements, doivent être surveillés de près. La persistance des nausées et des vomissements, surtout s'ils étaient sévères au premier trimestre, peut indiquer une hyperémèse gravidium qui nécessite une attention particulière. On vérifie aussi si la patiente ressent des contractions utérines anormales ou des pertes vaginales inhabituelles, comme des leucorrhées ou des hydrorrhées, qui pourraient indiquer une infection ou un risque d'accouchement prématuré. Enfin, on s'inquiète d'éventuels symptômes de fièvre ou de syndromes grippaux qui pourraient être liés à des infections comme la listériose. On va chercher les mouvements actifs fœtaux. Un autre point important est de s'assurer que la maman perçoit bien les mouvements actifs du fœtus. Sentir son bébé bouger est souvent rassurant
Mais si les mouvements sont moins fréquents ou moins intenses, cela peut nécessiter une évaluation plus poussée. Enfin, on cherche à détecter d'éventuels troubles vasculaires, les œdèmes des chevilles, les varices ou encore les crises hémorroïdes sont assez courants à ce stade de la grossesse, mais ils peuvent nécessiter une prise en charge spécifique pour éviter des complications. On ne va pas se contenter uniquement de l'interrogatoire, on va vérifier tout cela avec un examen clinique. L'examen clinique général, on commence par la prise des constantes. La tension artérielle, le pouls et la température et aussi la fréquence respiratoire. Ensuite, on réalise une chimie des urines pour rechercher une protéinurie, ce qui pourrait être un signe de prééclampsie, une forme d'hypertension gravidique à surveiller de près. On procède aussi à la mensuration de la patiente. La taille n'a pas besoin d'être reprise à chaque fois, mais le poids, si. Il est important de suivre l'évolution du poids pour s'assurer qu'il reste dans une fourchette saine. En fonction de l'IMC calculé, donc on va calculer l'IMC qui doit être entre 18 et 24. Et aussi, on va rappeler les conseils donnés au premier trimestre à la femme afin de ne pas tomber dans le surpoids qui pourrait compliquer la grossesse par la suite. On termine par un examen des membres inférieurs pour rechercher des œdèmes, des varices, des vergetures ou des lésions de grattage. Ces signes peuvent indiquer des problèmes vasculaires ou, dans le cas des lésions de grattage, une cholestase gravidique, qui est une complication liée au foie. Après l'examen clinique général, on passe à l'examen obstétrical. L'inspection des seins, on remarque souvent qu'ils sont tendus, sensibles et qu'il y a une augmentation de volume. Une palpation est effectuée pour vérifier l'absence de masse ou d'autres anomalies. L'inspection de l'abdomen. Ici, on cherche des signes comme des lésions de grattage, cicatrices, vergetures ou encore la forme de l'utérus. La palpation abdominale, bien que généralement indolore, n'est pas très informative à ce stade pour la présentation du bébé, mais elle permet d'estimer la quantité de liquide amniotique. Mesure de la hauteur utérine. Cette mesure est systématique à chaque examen prénatal. Elle se fait en position allongée, décubitus dorsal, avec la vessie vide et les cuisses légèrement fléchies. On utilise un ruban métrique pour mesurer du bord supérieur de la symphyse pubienne jusqu'au fond utérin, en dehors des contractions utérines. Donc les trois conditions pour la mesure de la hauteur utérine, c'est position allongée, décubitus dorsal, cuisses légèrement fléchies et en dehors de la contraction utérine. On recherche les bruits du cœur fœtal à l'aide d'un stéthoscope obstétrical ou d'un appareil ultrasonique à effet Doppler, ou bien tout simplement un monitoring, qui doit être entre 120 à 160 battements par minute. En plus, c'est un moment toujours rassurant pour la maman. L'inspection de la vulve et du périnée, on vérifie l'absence d'inflammation, d'irritation ou de lésions cutano-muqueuses, telles que l'herpès, ainsi que la présence éventuelle de varices vulvaires, d'hémorroïdes ou de leucorrhée. Le toucher vaginal, ce geste permet d'apprécier les caractéristiques du col utérin, comme sa position, sa consistance, sa longueur et son degré de fermeture ou d'ouverture. Il est essentiel pour dépister les premiers signes d'une béance cervico-isthmique ou d'une menace d'accouchement prématuré. La palpation du segment inférieur. À ce stade, le segment inférieur n'a pas encore acquis ni son ampleur ni sa minceur. Et la présentation du fœtus n'est pas encore définie car il est encore trop mobile dans le liquide amniotique. Pour compléter ces examens cliniques, plusieurs examens complémentaires sont également prescrits au cours du second trimestre. La numération de formules sanguines FNS, cet examen est crucial pour détecter une éventuelle anémie chez la patiente. Les sérologies, elles permettent de dépister diverses infections, notamment la toxoplasmose, la rubéole ou encore l'hépatite B. La recherche d'anticorps humains. Si la patiente est de rhésus négatif, cette recherche est importante pour prévenir toute
conflit de Rhésus. On va programmer l'échographie morphologique entre 22 à 23 semaines d'aménorrhée et aussi le test de l'HGPU entre 24 et 28 semaines d'aménorrhée. L'échographie a plusieurs objectifs. Elle permet de déterminer le sexe du bébé. Elle permet de vérifier la croissance fœtale par l'étude de sa biométrie, d'examiner la morphologie du fœtus, de localiser le placenta et d'évaluer la quantité du liquide amniotique, et aussi d'apprécier la vitalité fœtale. Le test de l'HGPO, l'hyperglycémie provoquée par voie orale, qui sert à dépister le diabète gestationnel, consiste à mesurer la glycémie à plusieurs intervalles après l'ingestion d'une solution sucrée. Il est négatif si aucune des 3 valeurs de glycémie ne dépasse les seuils suivants. Glycémie à jeun 0,92 g par litre. La glycémie à 1 heure 1,8 g par litre. La glycémie de 2 heures 1,5 g par litre. Si le test est positif, des conseils diététiques seront donnés pour maintenir les taux de glycémie plus bas. Le suivi de ce régime est indispensable. De plus, la pratique d'une activité physique est également recommandée, sauf en contre-indication. Il faudra aussi surveiller votre glycémie quotidiennement à la maison grâce à un dispositif adapté d'autosurveillance. L'objectif est d'obtenir des glycémies en dessus des seuils suivants. À jeun inférieur à 0,95, 2 heures après le repas inférieur à 1,2 g par litre. Si malgré ces mesures, le taux de glycémie reste élevé, un traitement par insuline sera proposé. Et voilà, c'est tout pour le suivi du second trimestre. Merci d'avoir regardé et à très vite pour une nouvelle vidéo.